Salut à tous dans le podcast Hors Jeu Capital, 34e numéro déjà de notre podcast 100% PSG avec toute l'équipe de Paris United. Une nouvelle fois, on a beaucoup de plaisir à vous retrouver pour parler de football et du Paris Saint-Germain. Et il y en a eu du football ce week-end avec la reprise de la Bundesliga dont on va parler notamment. Et justement, pour m'accompagner pour parler de cette reprise du football, enfin tant attendue par les fans de foot, l'équipe de Paris United qui est avec moi habituellement tous les week-ends, tous les jeudis, pardon. Mousse qui est avec nous. Comment ça va, Mousse ? Salut les gars, bah écoute, ça va bien. Il fait chaud, ça fait plaisir, ça fait du bien. Et on est déconfiné, donc ça commence à aller mieux quand même pour un peu tout le monde. On peut sortir, donc voilà. Et avec la reprise du foot, c'est quand même plus sympa. Il manque que les terrasses de café pour bien en profiter. Ah ouais. Voilà. M'en parle pas. En attendant, on célèbre ça chez nous. Yacine Amnet qui est avec nous. Ça va, Yacine ? Salut à tous, ça va, merci. Toi aussi, la reprise du foot, t'as fait plaisir ce week-end ? Ouais, mais moi j'en parlerai après, mais si ça fait du bien, mais c'est pas non plus l'extase. C'est pas le football que t'aimes ? Ouais. C'est le football de personne. Hein, quand même. Et enfin, pour terminer la bande, comme chaque semaine, Clément Pernia. Ça va, Clément ? Salut Hugo, bah ouais, écoute, ça va, on se déconfine, on sort un peu, donc ça fait plaisir. Et je pense que ceux qui nous écoutent et nous suivent toutes les semaines ont pu remarquer que Clément Pernia était passé chez le coiffeur. Ah ouais. Ça, Ouais, c'est vrai. une bonne nouvelle. C'est ce que j'allais dire, ouais. Ça devenait urgent, hein. C'est comme le casque de Yacine, ça se change régulièrement. Cette semaine, donc, on va revenir sur la reprise du football en Bundesliga. Ce week-end, il y a beaucoup de choses à dire sur les protocoles sanitaires, sur les matchs, les célébrations des joueurs des uns et des autres. Il y a beaucoup de choses à dire, on en parlera. On parlera aussi de la reprise dans les autres championnats européens qui pourront se baser certainement sur le modèle allemand pour la reprise de leur championnat en Angleterre, en Espagne et en Italie, où ça fait beaucoup réagir, notamment en France, et notamment le président lyonnais Jean-Michel Aulas, qui évidemment aimerait bien que le gouvernement fasse machine arrière. Et ensuite, on terminera notre podcast avec un sujet rétro, comme nous faisons chaque semaine. On a fait les numéros 10, on a fait les buteurs, on a fait les défenseurs centraux la semaine dernière. Et cette semaine, on s'attaque aux ailiers historiques qui ont joué pour le Paris Saint-Germain. Là aussi, il y aura des beaux débats, je pense, parce qu'il y a des grands noms. Il y a des noms un peu moins reluisants, mais on aura l'occasion justement d'évoquer tous ces joueurs, tous ces ailiers qui ont joué pour le Paris Saint-Germain. On va donc commencer, comme je disais, avec la reprise de la Bundesliga de ce week-end qui a gagné son pari d'être le premier championnat à reprendre en ces temps de pandémie. Donc il y a un gros protocole sanitaire, des mesures draconiennes, car aussi la Bundesliga se savait regardée par ses voisins européens. Alors, malgré le manque de rythme évident des joueurs, on a pu voir quand même du football, des belles affiches quand même, parce que la 26e journée, il y a eu quand même un Dortmund-Schalke très intéressant avec une grosse équipe de Dortmund. On a eu aussi les Français en attaque à Mönchengladbach qui ont battu la Francfort 3-1 avec des buts de Plea et Marcus Thuram. On avait aussi la victoire du Bayern Munich 2-0 contre le promu de Lyon Berlin, hein, le club de Polo Breitner. De Polo Breitner, excusez-moi, oui, le club historique de Polo Breitner dont il nous avait déjà parlé dans le podcast. Donc voilà, il y a beaucoup de choses à dire, mais la première question que j'ai envie... Il y a un but de Diaby, me semble aussi, non ? Pour les Leverkusen. Un but de Moussa Diaby avec le Bayer Leverkusen, effectivement. Tu vois, il y a eu beaucoup de buts de Français qui sont expatriés en Bundesliga. La première question que je vais vous poser avant qu'on s'attaque au protocole qu'il y a eu ce week-end, c'est est-ce que pour vous, le défi a été relevé ? Parce qu'on a vu que ça s'est plutôt bien passé dans l'ensemble, Mousse, mais est-ce que pour toi, dans ton avis de téléspectateur et de suiveur de football, fan de foot, est-ce que pour toi, le défi a été relevé par le championnat allemand ? Pour moi, totalement relevé. De toute façon, on savait que ça serait à huis clos, donc on ne s'attendait pas à des ambiances de dingue. Par contre, il n'y a pas eu de problème notoire. Les matchs se sont bien passés avec parfois des scènes un peu surréalistes. On ne va pas se le cacher, hein, notamment sur le banc des remplaçants, quand ils mettaient un masque quand ils sortaient alors qu'ils ne l'avaient pas mis avant. Après, ils ont mis en place des mesures sanitaires. Écoute, c'est du foot. Hein. Nous, on était en manque depuis plus de 2 mois maintenant, il me semble, presque 3. Donc, ça fait plaisir de revoir du foot. Après, je sais qu'Yacine, il a un avis un peu plus tranché. Bon, écoute, c'est un bon début, j'ai envie de te dire, même si physiquement, on a quand même senti que c'était très dur pour les joueurs. Et encore là, on arrive dans les grosses chaleurs. Il a fait bon ce week-end, mais il ne faisait pas encore très chaud. Il faudra voir le prochain week-end. Clément, toi, comment tu as perçu ce week-end de football avec des matchs à huis clos, avec voilà, des staffs, des entraîneurs qui avaient des masques sur le banc et les joueurs qui ont quand même déployé un beau football. Il y a eu quand même des matchs intéressants à suivre. Moi, j'ai regardé Dortmund Schalke. Au départ, j'étais content parce que
Ouais, parce que revoir du foot, en plus, c'était un beau match, donc j'étais très content. Après, je me suis dit, ah, c'est différent quand même sans public, c'est un peu pénible. Puis au final, je me suis dit que c'était mieux que rien, en fait. C'est mieux que rien parce que on passe de rien à ça. Et quelque part, c'est déjà une première avancée. Et moi, je pense que les Allemands ont bien géré ça. C'est un succès. C'est jamais très agréable de voir les mecs à 2 mètres de distance sur le banc de touche. Mais après, sur le terrain, ça n'a rien changé puisqu'on a vu que sur corner, il y avait. Moi, j'ai beaucoup fait attention à ça sur les corners, voir comment ils se comportaient. Et ça n'a rien changé. Il y avait une vraie proximité, un vrai marquage. Et c'est une bonne nouvelle. Ça veut dire que le sport en lui-même n'est pas tronqué, que notre sport n'est pas trop bouleversé et que au fur et à mesure, on devrait pouvoir revenir à une normale dans les tribunes. Yacine, je me tourne vers toi. Toi, comment tu as perçu ce week-end de reprise en Bundesliga? Alors, dans un premier temps, bien, parce que, comme on disait tout à l'heure, est-ce que le pari a été réussi? Oui, il y a eu du foot, il y a eu des matchs, il y a eu du jeu. On n'a pas vu dans la confrontation, en fait, une appréhension des joueurs ou une peur quelconque. Ça a joué à peu près normalement. Donc, le pari est réussi. Après, quand on va un peu plus loin, il y a déjà les incohérences, c'est-à-dire qu'on a des joueurs sur le banc espacés de 1,50 m, 2 mètres, avec des masques. Mais sur le terrain, on a des coups francs avec des murs de 3, 4, 5 joueurs hyper collés, des corners où il y a un marquage individuel. Et en fait, finalement, le plus dangereux, c'est sur le terrain. Parce que les joueurs, à la limite, sur le banc, s'ils étaient même un peu plus serrés, ils transpirent pas. Voilà, c'est pas le moment en fait où il y a quelque chose qui peut te donner la maladie. Là, sur un corner, tu touches un mec qui transpire. Bon, tu craches toujours un peu, les postillons, etc. Donc, c'est le plus dangereux. Il y a pas de distanciation à ce moment-là, ce qui est normal hein, par rapport au jeu. Donc, il y a une incohérence là-dedans. Après, pour l'instant, d'après les premiers retours des tests d'après-match, il n'y a pas de contamination, il n'y a pas spécialement de joueurs qui ont été contaminés après le match. C'est donc que le pari est réussi. Après, personnellement, dans le rendu, quand on est content au bout d'une mi-temps d'avoir revu du foot, on se rend compte que, alors c'est mon avis à moi, encore une fois, hein, c'est peut-être pas le ressenti de tout le monde, mais quand il n'y a pas le public, il y a cette impression que le jeu va moins vite. Il y a cette impression qu'il y a un peu moins de folie. C'est très bizarre en fait. Parce que malgré tout, les joueurs il y a eu Schalke Dortmund notamment, il y a eu du rythme, il y a eu du jeu. Alors, pas le premier quart d'heure. Après, il y a eu à peu près allez, 50-60 minutes ça a joué. Et puis le dernier quart d'heure, on a senti que c'était. En fait, ce que j'allais dire, Yacine, c'est que c'était pire avec le manque de conditions. Voilà. Ça a accentué le fait l'effet, ouais. de ressentir le jeu comme un peu plus lent que d'habitude. Voilà. Mais je pense déjà, quand on avait vu PSG Dortmund à huis clos, même si Paris avait fait un bon match, je trouvais qu'il y avait cette impression de lenteur, alors que pourtant ça jouait quoi. Et là, c'était encore pire. Et en fait, on se dit que est-ce qu'on va s'y faire à ça? Alors encore une fois, c'est bien pour finir les championnats. Il faut aller au bout. Si ça ne crée pas d'autres problèmes, très bien. Après, les plus pessimistes disent qu'on va rester à huis clos pendant un long moment. Franchement, ça va être dur quand même. Ben, c'est bien que tu me poses la question, Yacine, parce que c'est un peu aussi l'objet de ce week-end de reprise en Bundesliga. Mousse, est-ce que on a un aperçu de ce qui va se passer dans le football européen et même mondial dans les mois qui arrivent ou peut-être dans les années qui arrivent, en attendant de retrouver des stades pleins? De toute façon, oui, je pense que les championnats qui ont décidé d'aller au terme, comme l'Italie, l'Espagne et l'Angleterre, ils joueront à huis clos. Nous, on ne sait pas quand est-ce qu'on va reprendre exactement. Un coup, on nous annonce mi-août, un coup, on nous annonce septembre. Mais de toute façon, quoi qu'il arrive, ce sera. Enfin, nous, quand on va débuter, quand la L1 va reprendre, pardon, je pense que ça va être ça, ça va être à huis clos. Alors, est-ce qu'on peut déjà imaginer ou essayer d'espacer les gens dans les tribunes, c'est-à-dire de laisser, je sais pas moi, 4 sièges vides et de placer des gens comme ça peut être une idée aussi dans un premier temps, parce que vu que nous, on reprend pas, donc nous, on aura peut-être plus de visibilité sur fin août, septembre, au niveau de la crise sanitaire. Est-ce que ça sera derrière nous à ce moment-là? Est-ce qu'il y aura beaucoup moins de décès? Est-ce que les services de réanimation seront moins engorgés? Si c'est le cas, peut-être qu'il y aura une reprise avec du public. Il faudra attendre, on est encore loin de la reprise. Mais j'espère en tout cas que ce soit au niveau de la Ligue ou de la Fédération, qu'ils aient déjà anticipé
et qu'ils ont déjà fait des simulations sur comment faire rentrer du public dans les stades. Parce que, comme le dit Yacine, au début, c'est bien parce que tu es un peu en manque. Et puis, au bout d'un moment, regarder des matchs comme ça en entendant les joueurs parler, les arbitres, les staffs, mais pas le public, pousser le. Et surtout, nous, au parc, tu vois, les matchs au parc, c'est très important. Enfin, nous, on a connu pendant quelques années le parc sans ultra. Bah, tu avais déjà l'impression de jouer à huis clos. Tu vois, c'est la vérité. Donc, j'espère vraiment qu'ils ont réfléchi à ça et qu'ils proposeront des choses pour la reprise des matchs avec du public. Vas-y, Yacine. En fait, ça fait plusieurs fois que j'entends ce qu'a dit Mousse, là, l'histoire d'espacer les spectateurs. En fait, alors, encore une fois, c'est une idée. Hein. C'est une idée qui peut fonctionner, par exemple, dans des petits stades où il y a, enfin, dans des petits clubs où il y a 10 000 abonnés. Mais quand tu as 60 000 abonnés, qui tu privilégies à quel match? C'est-à-dire, qu'est-ce que tu dis ces 20 000 là, vous avez le droit à tel match, les 20 000 suivants à tel match, ce qui veut dire que ça fait un match sur 3 ou 4. Alors, ok, on peut très bien se contenter de se dire au moins je vais voir un match plutôt que 0. Mais malgré tout, quand toi tu vas tomber sur PSG, si c'est Paris, pas PSG pour parler du PSG, tu tombes sur PSG Dijon quand ton pote tombe sur PSG Marseille. Voilà, enfin je veux dire, malgré tout, c'est compliqué de choisir qui a accès au stade. Alors quand tu as 10 000 abonnés, c'est très facile. Mais déjà à Paris, avec ce système, Yacine, j'imagine que pour le virage hauteur, en tout cas, ça sera compliqué de les. Parce que eux, c'est une autre histoire. C'est des ultras, ils chantent, ils sont serrés les uns contre les autres. Donc j'imagine que ça va être compliqué peut-être pour un retour des ultras. Voilà, c'est mais clair. Peut-être sur les tribunes latérales. Si je te dis à toi, ok, tu as le droit à PSG Dijon, mais les 3 prochains matchs, tu ne vas pas. Voilà. Enfin, pourquoi PSG Dijon? Après, c'est l'organisation, elle va être très compliquée. On est d'accord. Alors, ça peut être des tirages au sort, je sais pas. C'est compliqué. Ça, je suis d'accord. Sinon, vous n'avez pas vu, avant que je te donne la parole, Clément, un club sud-coréen, le FC Séoul, ils ont mis des poupées gonflables dans les tribunes. Il n'y aura pas d'ambiance. Ça a fait un peu polémique en Corée du Sud où ils ont dû retirer. Et voilà, eux, ils ont trouvé la solution et ils ont mis des poupées gonflables. Mais ça ne fait pas d'ambiance quand même, Hugo. Tu vois, ok, les tribunes sont pleines, mais. Ça parle pas. Ça parle pas. Ouais. Non, moi, je voulais exactement ce qu'a dit Yacine, je voulais le dire en fait. Et il a raison, ça va poser la problématique, c'est que souvent les gens ils vont pas au stade seuls, ils vont au stade avec leurs potes, avec leur famille, Donc si tu fais un siège sur 2, c'est-à-dire que la personne avec qui tu vas, eh ben, elle ira pas en même temps que toi. Donc c'est un vrai problème. Ah non, c'est très compliqué à mettre en place. Ouais. Après, c'est vrai qu'on parle du retour ou non au stade. Moi, il y a une question que je voulais soulever, c'est que le Conseil d'État a invalidé l'interdiction des lieux de culte mise en place par le gouvernement. Donc là, ce que notre ami Jean-Michel Aulas a dit, j'ai vu sur Twitter, et c'est vrai que j'ai eu la même réaction sur le coup. Je fais, attendez, pourquoi le Conseil d'État n'invalide pas l'interdiction d'ouverture des stades de foot? Donc, est-ce que le Conseil d'État va revenir là-dessus aussi et obliger le gouvernement à rouvrir les stades? Dans ce cas-là, ça pourrait éventuellement accélérer le processus de retour au stade. Donc, c'est une question qui peut se poser aujourd'hui. Hein. Parce que dans les protocoles, j'ai regardé un peu le détail de ce qui s'est passé en Allemagne et donc de ce que pourrait s'inspirer les championnats chez nous, en Italie, en Espagne, en Angleterre. Alors, c'est un protocole assez strict quand même, avant le match. Pour détailler, en gros, les joueurs sont soumis à 2 tests dans la semaine, plus un 3e obligatoire la veille de la rencontre. Les joueurs sont attendus au stade 1h30 avant le coup d'envoi, après avoir été transportés dans plusieurs véhicules pour assurer la distanciation. Donc le port du masque est obligatoire. Les titulaires se changent en premier, puis vient les remplaçants. Il y a plusieurs pièces de l'enceinte du stade qui peuvent être utilisées si la taille du vestiaire n'est pas suffisante. Après 40 minutes d'utilisation du vestiaire, il est désinfecté. La distanciation social doit être observée jusqu'au coup d'envoi. Les poignées de main interdites, donc comme les photos d'équipe, les cérémonies et autres. Et seulement 300 personnes sont autorisées à pénétrer dans les stades avec contrôle de la température corporelle à l'entrée, rien que pour le protocole d'avant-match. C'est vrai qu'il faut aussi avoir les moyens financiers et les capacités structurelles pour accueillir et pour mettre en place ces décisions drastiques, Yacine. Mais surtout les tests, ça coûte beaucoup d'argent. Donc 3 tests. Il y a des clubs qui testent tous les jours, il paraît. Benjamin Pavard a expliqué à RMC Sport qu'ils étaient testés 3 fois par semaine. Hein. Voilà. Donc il faut l'argent pour les tests. Il faut je veux dire, c'est une organisation qui est très compliquée. Mais de toute façon, l'un des points qui était aussi en France un vrai problème, c'était les tests. Puisqu'on ne savait pas déjà s'il y avait des tests en nombre, parce qu'il faut quand même un sacré nombre de tests pour tester tout le monde, staff et joueurs. On ne savait pas si
qui devait prendre en charge ces tests? Est-ce que c'était les clubs qui devaient les prendre en charge? Est-ce que c'était une partie remboursée par l'État? Enfin, voilà, il y avait plein de choses qui étaient compliquées. Et finalement, on s'est rendu compte qu'il y a des clubs qui ne pourraient jamais les faire. Ou en tout cas, pas en nombre conséquent. Donc, si c'était triché pour dire on fait des tests, mais finalement tout le monde n'est pas testé, etc., ça ne servait à rien. Donc voilà, après, l'Allemagne a aujourd'hui trouvé les moyens, en tout cas, de réaliser autant de tests. Alors, l'Allemagne en réalisait déjà avant. Je parle dans la population civile, plus que la France de toute façon. Donc apparemment, ils ont un nombre de tests conséquent pour pouvoir approvisionner les clubs et tout. Ils ont trouvé le financement puisque les clubs doivent sûrement payer leurs propres tests. Voilà, ça marche. En France, aujourd'hui, c'est pas possible. On n'arrive pas à tester tout le monde. On n'arrive même pas. Encore aujourd'hui, soi-disant, on a avancé par rapport aux masses, par rapport aux tests. Il y a encore des gens en France qui ne sont pas testés. Donc, expliquer qu'on va tester 3 fois par semaine des joueurs de foot juste pour jouer au foot, je pense que ça ne va pas passer. Donc, l'autre problème, il est politique en France là-dessus, quoi. Et ça, le X, c'est qu'en Bundesliga, disons que les conditions étaient réunies pour que voilà, la reprise du football soit possible et qu'il n'y avait pas une défiance, on va dire, des habitants, des Allemands sur le football. Et surtout, eux, ils avaient déjà, ils ont connu une crise sanitaire un peu moins importante que la nôtre. Et la reprise de football a fait beaucoup de bien, on disait, au foyer, alors qu'en France, on dit, mais on n'a pas besoin de la reprise du football pour l'instant, il y a des choses plus prioritaires que de tester des joueurs. Donc ça pose aussi un problème sociétal même. Le ministre italien, le Premier ministre italien, je crois, a dit la reprise de la vie, c'est la reprise de foot, c'est la reprise de la vie. Ou l'inverse, la reprise de la vie, c'est également la reprise du foot. Donc ça montre bien l'approche complètement différente qu'il y a. Et ça, c'est pas que en Italie ou que en Allemagne, c'est tous les pays qui nous entourent, tous les gros 5 championnats qui nous entourent, l'Espagne, l'Italie, l'Allemagne et l'Angleterre, ils ont tous le point de vue radical au nôtre. Et même en Angleterre, j'avais entendu parler et j'ai vu que la D2 anglaise était prête à reprendre avec les stades ouverts. La Championship est prête à reprendre avec les supporters. Donc, c'est quand même une approche complètement différente de l'importance et le poids du football dans la reprise de la vie, quoi. Mousse, vas-y, je te laisse faire. C'est ce que j'allais dire pour compléter ce que disait Clément, c'est que ça prouve que culturellement parlant, le foot dans les pays que tu as cités, ils sont largement au-dessus de nous. Nous, tout de suite, on a mis un terme au championnat. Le gouvernement n'a pas voulu prendre de risques. Mais ça prouve encore une fois à quel point la place du football en France n'est pas du tout la même que chez nos voisins européens, dont le foot est vraiment primordial. Et là, je pense vraiment aux Espagnols, aux Italiens et même aux Allemands. Même aux Allemands, et voilà, les Anglais, on n'en parle pas. Hein, c'est eux qui l'ont inventé. Donc, du coup, pas de problème. Mais oui, moi je suis tout à fait d'accord avec Clément. C'est vraiment une histoire de culture. Il y a aussi évidemment une histoire de sous. Il y a un problème économique derrière. Je sais qu'en Italie, en Espagne, c'est très très important pour eux. Après, c'est vrai que pour tout ce qui est mise en place des tests, etc., nous en France, tu sais, les clubs, à part Lyon, n'ont pas tu vois, ne sont pas propriétaires des stades. Tu vois, ils n'ont pas du tout les mêmes revenus que dans les autres pays européens. Donc, forcément, les clubs, ils sont un peu moins riches. Et moi, je me demande pourquoi aussi la Ligue, elle n'aiderait pas les clubs, en tout cas ceux qui n'ont pas les moyens de mettre en place, tu sais, tout ce dont on a parlé, c'est-à-dire tester les joueurs, tout ce qui est protocole d'avant et d'après-match. Je pense que la Ligue, elle pourrait faire aussi un effort pour aider au moins les clubs qui n'ont pas soit les infrastructures pour observer le protocole à la lettre, ou soit tout simplement qui n'ont pas les moyens de mettre ça en place. Pour continuer dans le protocole des matchs, je vous avais cité le protocole d'avant-match pendant les matchs. Donc, vous avez vu un peu ce qui s'est passé sur les pelouses de Bundesliga. Sur le banc, port du masque obligatoire pour le staff, l'entraîneur et les remplaçants. L'entraîneur a le droit de baisser son masque quand il doit donner des consignes à ses joueurs. Les remplaçants doivent laisser 1 à 2 places vides entre eux. Et si l'espace manque, et on l'a vu ce week-end parfois dans des stades, ils peuvent se répartir aussi dans les tribunes. Donc, ça sera aussi un problème aussi à gérer en France. Le long de la touche, donc des bouteilles individualisées sont à disposition. Les accolades après les buts doivent être évitées et éventuellement remplacées par une célébration avec les coudes ou les pieds. Et c'est là où je veux en venir aussi, parce que c'est ce qui a fait, on va dire, c'est la seule ombre au tableau, c'est certaines réactions après des buts avec des accolades et des embrassades. Il y a certaines images, on a vu, je crois que notamment c'était un but du Hertha Berlin, où 2 joueurs s'étaient embrassés et ça avait fait un peu réagir la classe politique allemande qui avait
C'est difficile, Hugo. C'est du réflexe, en fait. Ah, Hein, mais tu sais. bien sûr, C'est comme il y a un moment à Dortmund, il y a un joueur qui sort et naturellement, il va pour checker le coach et il retire sa main au dernier moment, il donne son pied, je crois. Mais c'est normal. Puis il y a un côté un peu stressant avec toutes ces mesures. Hein. c'est ça. Non, c'était le joueur, je crois que c'était Thomas Delaney. Il sort et directement, il a même pas le temps. On lui donne un masque direct à mettre alors qu'il venait juste de sortir du stade. Mais c'est vrai que si on veut faire respecter et que tous les joueurs appliquent, il faut être aussi rigoureux, Clément. Ouais, c'est dur à gérer ça. Hein. Moi, le mec qui Non, sort mais de. c'est ça qui nous expose le problème parce que c'est vrai que les célébrations et autres, on a tout le temps envie d'aller vers ses coéquipiers, mais souvent on voyait Ouais. soit se checker comme ça ou peut-être que ça Après, donne des nouvelles Après, célébrations. c'est beaucoup aussi pour le message envoyé. Genre, par exemple, tu parlais des masques, l'entraîneur avec les masques. Le problème, il peut retirer de son masque autant qu'il veut, mais s'il le touche toutes les 5 secondes, ça ne changera rien. Tu vois, son masque, il est mort. Donc, en fait, c'est beaucoup de mesures pour montrer, pour envoyer un message. Je pense que c'était surtout pour envoyer un message. Et je pense qu'au fur et à mesure des week-ends, peut-être qu'on se rendra compte que au fur et à mesure, les remplaçants n'auront peut-être pas de masque. Peut-être que les joueurs n'auront pas besoin de mettre un masque en sortant. Peut-être qu'ils pourront se refêter les buts ensemble. Je pense que c'est vraiment l'Allemagne était vraiment les premiers à reprendre et fallait montrer qu'on était sage. Fallait montrer qu'on montrait l'exemple et qu'on allait faire attention aux mesures. Après, il faut Maintenant voir qu'on combien de sait, journées il reste. Je ne sais pas combien de Là, journées il reste. c'était la 26e, donc il y a 30, comme il y a 34, ouais, il reste 8 journées. Ils ont 18 clubs. Eux. Ouais. Il y a 34 journées. 34 journées. Voilà. Donc, voilà, il en reste 8 à Ouais. jouer, notamment le 26 mai prochain. Il y a un Dortmund-Bayern qui va être C'est très pas plutôt intéressant. 36 journées, non? Non, 34, 17 et 17. Non, 18 et 18. Il y a 18 Ah, équipes. C'est 18 Ah clubs. ouais, et tu joues 17 matchs donc. Ah oui. Oui, c'est vrai. 34 journées. Oui, Disons que le Dortmund-Bayern, il risque d'y avoir une grosse ambiance dans les tribunes. non, mais c'est vrai que, de toute façon, au fur et à mesure, on va dire que ce week-end a servi de laboratoire, Yacine, hein, pour un peu affiner au fur et à mesure des week-ends le protocole, mais c'est quand même encourageant, même si les stades sont vides, même s'il y a eu même s'il y a un manque de conditions physiques des joueurs, on a quand même vu des choses intéressantes, notamment pour parler un peu de jeu, on a vu des choses intéressantes quand même. Il y a eu du football. Ouais, non, mais bien sûr. Non, mais je t'ai dit, de toute façon, moi les matchs, en gros, il y a eu toute la période centrale du match, on va dire les 20 premières minutes, les 20 dernières minutes spéciales parce qu'il y avait un manque de rythme et une appréhension. Et tout ce qui s'est passé au milieu, oui, il y a eu des buts, il y a eu des actions, il y a eu de l'envie, il y a eu du jeu, il y a eu malgré tout Et du rythme. beaucoup d'erreurs défensives. Ouais, mais bon, en Allemagne, même quand ils sont dans le rythme, hein, Mais là, tu sentais, parce qu'il y a un moment, j'ai vu un but, c'était une percée. Et les mecs, ils ont regardé les joueurs les percer, normal, personne n'a bougé. T'as l'impression qu'ils avaient plus de force. Pour, la défense de Francfort contre Mönchengladbach, Kevin Trapp, il n'est pas exempt de tout reproche sur certains buts. Hein. Notre ancien gardien. J'ai pas vu les extraits de ce match. Non, mais voilà, après, pour tout le reste, comme a dit Clément, je pense que c'était surtout en fait une question de sécuriser un peu tout en disant on a pris malgré tout toutes les précautions. Donc s'il y a des cas qui se révèlent, on aura fait le maximum. Parce qu'imaginons que tu dises aux joueurs, ok, vous êtes espacés, vous ne mettez pas les masques, vous pouvez fêter les buts parce que de toute façon, vous faites un mur ou vous êtes au marquage, et que tu as des cas, on va dire, ah ouais, mais voilà, nanana. Donc là, ils ont pris le maximum de précautions. Après, il arrivera ce qu'il arrivera, et c'est tout, quoi. Surtout, faut arrêter. Dans la vraie vie, ça se passe pas comme ça. Hein. Faut pas croire au Père Noël. Hein. Moi, je travaille et les gens qui travaillent, qui ont repris dans les magasins, qui ont repris tout, faut pas croire que tout le monde a des masques, tout le monde est à 2 mètres. Et tout. Non, mais les gens ont besoin de parler, de discuter, de se faire comprendre, de manger, donc ils touchent au masque, de prendre un café, donc ils touchent à la machine. Faut pas non plus tomber dans l'excès. Là, on a été très excessif ce week-end, mais ça va. Moi, je pense pas que ça va continuer comme ça. Hein, c'est pas possible. On va dire pour terminer le protocole, Mousse, tu voulais parler, oui. Oui, je voulais juste dire que là déjà on voit qu'au bout de 2 mois et demi la reprise a été très très dure physiquement. Et je voulais faire un parallèle avec le PSG lorsqu'ils reprendront eux les matchs pour terminer dans un premier temps la Ligue des Champions. On peut s'attendre à voir des débuts des matchs, les premiers matchs du PSG. On peut s'attendre à voir ce genre de match face à des concurrents qui, eux, auront sans doute repris déjà, auront quelques matchs dans les jambes. Donc, ça va être très, très compliqué, surtout si ça se joue au mois d'août et il y a des grosses chaleurs. L'équipe a annoncé que le PSG était d'accord, enfin Leonardo et Thomas Tuchel s'étaient mis d'accord sur une date de reprise d'entraînement. 22 juin. 2 juin, hein, c'est ça. Hein. 22 juin, ouais. On verra comment ça évolue, mais voilà, c'est peut-être déjà un premier élément. Donc, ça veut dire que les joueurs du PSG vont être en vacances incessamment sous peu, alors.
Bah, Marquinhos est parti au Brésil, alors je pense qu'ils sont en vacances. Je pense que là, c'est bon, ils sont en vacances jusqu'au Ouais. 22 juin. C'est quand même curieux qu'il n'y ait pas de communication là-dessus, moi, je trouve. Ouais, C'est ouais. incroyable. bizarre. C'est incroyable. Ouais, c'est vrai. Si vraiment ils sont tous, enfin, si certains sont éparpillés aux quatre coins du monde, bah, ils auraient pu au moins faire une com, quoi, je sais pas. Ouais, on verra bien si le PSG détaille un peu les J'ai conditions. essayé de me renseigner. Non, c'est notre boulot, Mousse. Pour terminer un peu le protocole de protocole de match, donc pour les après-match, les interviews peuvent être réalisées derrière une vitre en plexiglas, hein. Donc seul le média diffuseur est autorisé à rentrer dans l'enceinte du stade. En revanche, ce passage devant les médias en zone mixte est évidemment supprimé. Les joueurs sont invités à se doucher chez eux ou à l'hôtel et environ 90 minutes après le coup de sifflet final, la plupart d'entre eux ont quitté le stade. Donc voilà, il y a quand même des conditions assez drastiques à respecter. Et justement, dans ces réactions d'après-match, on a vu quand même des félicitations, hein, de la presse européenne, notamment en Angleterre. On a félicité le retour du football. Il y a eu aussi quelques joueurs, hein, qui ont tenu à souligner que la Bundesliga avait réussi son coup, notamment Zlatan Ibrahimovic, hein, qui a félicité la Bundesliga en disant, en tweetant, ils le disent, ils le font, merci la Bundesliga. Ou encore aussi Lukas Podolski, hein, le champion du monde allemand, qui a déclaré la Bundesliga et nous, en tant qu'Allemands, avons montré encore une fois ce dont nous sommes capables du point de vue de la discipline, de l'organisation et de la cohésion. Et enfin, pour une dernière réaction de Karl-Heinz Rummenigge, le patron du Bayern, qui trouvait quand même cette 26e journée plutôt positive. Alors je cite, la Ligue a fait un travail exceptionnel du point de vue médical et organisationnel. Nous en sommes satisfaits et heureux, mais nous ne devons pas nous relâcher. Il faudra continuer à l'avenir à suivre scrupuleusement les consignes des pouvoirs publics. Donc peut-être que le plus important, c'est l'après et voir si les autres championnats. Ah, mais je pense que les Allemands, ils vont continuer comme ça parce qu'il reste 6 journées ou 7. C'était la 28e, donc 34, ouais, c'est ça, Non, 6 journées. La 26e. Voilà. Mais peut-être que quand ils reprendront leur championnat, parce qu'eux, ils reprennent en général après nous, hein, ils reprennent en septembre en général. Début septembre, quand nous on reprenait début août. Ouais, dernier week-end d'août. Voilà, quand ils reprennent voilà, dernière semaine d'août. Donc ça se trouve d'ici là, et surtout quand on répète encore une fois que l'Allemagne n'a pas été touchée comme les autres pays. Donc peut-être qu'eux pourront reprendre avec moins de mesures, moins de protocoles, et peut-être avec du public. Ouais, eux, les joueurs n'ont pas dit non, on veut pas jouer. C'est vrai Il aussi. y a qu'en France, pareil, il y a qu'en France, parce qu'en Espagne, Non, ils ont. Il n'y a pas qu'en France. Espagne, En Angleterre aussi. Je peux dire qu'il y a beaucoup de joueurs. ouais. Alors, oui, il y a mais il y a notamment Harry Kane qui, lui, milite absolument pour reprendre. Il y a des joueurs comme il y a Ah, mais Ramsdale. Harry Kane, c'est différent, c'est parce qu'il est saoulé par Mourinho, ça n'a rien à voir. non, Apparemment, il y a des non, réunions un peu houleuses. mais oui, mais en Angleterre, en Angleterre, les joueurs ne se mettent pas contre leur club et contre les négociations pour reprendre. En France, c'est direct le syndicat du NFP, non, non, on veut pas reprendre. Donc déjà, la posture et le message envoyé est beaucoup plus réticent qu'en Allemagne où il n'y a pas eu, où il y avait vraiment une volonté commune de reprendre le football. En tout cas, le championnat allemand qui a fait de belles audiences, hein, puisque la chaîne allemande Sky, hein, qui diffuse les matchs, a enregistré samedi plus de 6 millions de téléspectateurs en Allemagne et a battu ses records d'audimat pour le championnat. Donc, c'est dire à quel point la reprise Je du pense foot. que Bein aussi a dû faire un très bon chiffre en France. Ouais. Parce que c'est eux qui ont les droits pour la Bundesliga, donc j'imagine qu'il y a eu pas mal de passionnés, passionnés de football français qui ont dû se mettre devant le match tout le week-end, parce que je crois que ça s'est joué sur 3 journées, hein. Ça fait samedi, dimanche et un match lundi, je crois, il me semble. Ouais, Je suis pas sûr. C'est ça. Donc, on parlait, Clément, justement, pour aller voir dans les autres championnats un peu européens ce qui se passe. Alors, en Angleterre, il y a une nouvelle étape qui a été franchie, hein, en vue d'une possible reprise de la Première Ligue. Lundi, le gouvernement britannique a donné son feu vert pour une reprise de la Première Ligue mi-juin à huis clos. Et si toutes les conditions sanitaires sont évidemment réunies, il y a également les clubs de Première Ligue qui sont réunis lundi en Assemblée Générale, qui ont voté à l'unanimité une reprise des entraînements collectifs par petits groupes dès mardi après-midi, avec évidemment un ensemble de protocoles médicaux pour que les joueurs puissent reprendre les entraînements collectifs en toute sécurité. En Espagne, c'est à peu près pareil, il y a un pas de plus vers le retour. La Liga qui a annoncé aux clubs qu'ils pourront passer de l'entraînement individuel à des séances par petits groupes. Je crois que c'est des groupes de 5 dès lundi. Et tous les clubs pourront ainsi suivre les consignes de la phase 3 de leur fameux plan de désescalade. C'est un plan progressif voulu par le gouvernement espagnol qui autorisera des groupes de 10 joueurs au maximum. Parce que vous savez que le déconfinement en Espagne, par exemple à Madrid, il n'est pas encore total, hein, le déconfinement. Puisque nous, on a une correspondante qui s'appelle Inès, que vous connaissez, qui fait des papiers pour nous, qui vit à Madrid, et qui m'a expliqué qu'ils avaient une sorte de couvre-feu. En fait, ils peuvent sortir le matin avant 10h et le soir après 20h. Mais toute la partie où il fait très très beau, où tu peux te promener, etc., tu n'y as pas le droit. Par contre, les terrasses en Espagne ont commencé à réouvrir, les cafés, les restaurants, etc. En Italie aussi, les cafés. Il semble qu'à Madrid, c'est ce qu'ils appellent
la zone 1 ou je ne sais plus comment ils appellent Mm. ça. Et du coup, à partir de la semaine prochaine, il y aura quasiment un déconfinement total à Madrid. Donc, sans doute que les entraînements, que ce soit à l'Atlético ou au Real Madrid, vont pouvoir reprendre. En Angleterre, ils ne sont pas non plus déconfinés pour l'instant. Après, dans les deux pays, les tests ont été faits sur les joueurs et dans les deux pays, il y a eu 6 ou 8 cas positifs sur plus de 1000 joueurs, etc. C'est- Donc, En évidemment que ça va Angleterre, reprendre dans les deux pays. 6 cas positifs sur 730 joueurs testés. Voilà. Et, voilà. Et évidemment, ça va reprendre, c'est sûr et certain. Alors qu'en France, nous, on a eu vent que d'un seul cas, le joueur de Montpellier, il me semble, hein, c'est ça. Hein. Ouais. Il me semble Ouais, bien. on a Un, fait cas des tests. un cas grave, hein, apparemment, parce Ouais. qu'il avait été hospitalisé. Hein, mais pour le reste, pareil, il y a très peu de communication sur les joueurs français. En tout cas, pour terminer sur la première ligue, il y a quand même pas mal de joueurs, je disais, qui sont opposés à la reprise. Alors, et il y a les clubs qui mettent en place ça, qui n'imposent pas. Enfin, si des joueurs ne veulent pas jouer, ils auront. Enfin, en tout cas, il y avait par exemple l'entraîneur de Watford, parce que son capitaine Troy Deeney n'a dit qu'il voulait pas reprendre le championnat, parce que sa petite fille avait des problèmes respiratoires de 2 mois. Donc voilà, il y a des joueurs qui vont forcément qui voudront pas reprendre le football si ça reprend dans leur championnat. Donc c'est aussi à voir et on verra les conséquences. Pour parler du dernier championnat dont on parlait, la Serie A en Italie. Donc dans un premier temps, les entraînements avaient été retardés pour plus tard. Et finalement, la décision a été prise par le gouvernement avec le feu vert du comité scientifique du pays. Ils pourront reprendre les entraînements sans obligation de mettre en quarantaine les effectifs durant les 15 premiers jours. Mais surtout, la décision importante, c'est que le gouvernement italien décidera le 28 mai quand et si la saison de Serie A pourra reprendre par l'intermédiaire du ministre des Sports, Vincenzo Spadafora, qui précisant que les équipes étaient déjà autorisées à reprendre les entraînements collectifs. Donc ça, c'est quand même une donnée importante pour la reprise de la Serie A. Est-ce que j'ai une question quand même à vous poser par rapport à tout ce qu'on voit dans les autres championnats européens pour parler d'une autre. Est-ce que ça peut pousser le gouvernement français à faire machine arrière si on le voit en Bundesliga, ça fonctionne, si la Première Ligue reprend et que ça fonctionne, si la Serie A reprend et la Liga reprend? Est-ce que vous pensez, on va faire un petit tour de table, je commence avec toi Yacine, est-ce que tu penses que ça peut influer sur une décision prise par le gouvernement français? Franchement, je pense pas parce qu'en fait, déjà la ministre des Sports, elle a dit que c'était une décision du gouvernement, enfin du ministère, et donc qu'on ne pouvait pas revenir dessus. Et je pense que malheureusement, c'est aussi le problème de la politique, c'est que quand tu prends une décision comme ça, aussi radicale, si tu reviens dessus, alors il y a ceux qui diront c'est intelligent parce que vous avez remarqué votre erreur. Malheureusement, on sait très bien que c'est pas ce qui va se passer, c'est-à-dire qu'ils vont dire non, on a décidé ça, on ne peut pas être ridicule sous prétexte que ailleurs ça a repris. Ça voudrait dire que nous, on a pris des décisions trop hâtives, sans concertation, sans prendre le temps, etc. Donc, revenir en arrière. Moi, je pense que c'est pas possible. Après, j'ai envie de te dire, dans la vie, tout peut arriver. Moi, aujourd'hui, honnêtement, je pense que c'est pas possible que les politiques reviennent en arrière. Et comme c'est pas une décision de la Ligue, mais c'est une décision de l'État, je pense que pour cette saison en France, c'est mort. Et en plus, je pense que ça leur enlève une épine du pied ou un problème supplémentaire. Parce comme eux, ils sont en train de gérer la réouverture des cafés, des restaurants, des cinémas, des parcs, etc. Il y a 100 mois à gérer. Comme on le disait tout à l'heure, vu que le foot en France, ça passe au 2e, 3e, voire 5e plan. Donc en fait, c'est logique. Pour moi, je suis d'accord avec Acide. Ils vont pas faire marche arrière parce que ce serait d'abord un désaveu pour le gouvernement qui a été beaucoup critiqué. Je fais pas partie de ceux qui ont critiqué le gouvernement parce que je me dis, voilà, ils ont fait ce qu'ils ont pu faire. Ça nous est tombé sur la tête. C'est un problème qui est mondial. Moi, je comprends pas les gens qui critiquent parce que voilà, c'est vraiment un problème. C'est quelque chose qu'on n'a pas vu venir en fait. Comment tu peux. Moi, quand j'entends les gens dire ah ouais, mais nous, si on avait été à la tête du gouvernement, nous, on aurait fait ça, nous, on aurait prévu ça, on n'aurait pas fait ci, on n'aurait pas fait ça. C'est toujours facile, tu vois. Mais pour moi, ils l'ont fait, tant pis, mais ils ne reviendront pas en arrière. Et maintenant, ce qu'il faut faire, par contre, c'est préparer la saison pour qu'elle reprenne de la meilleure des manières. Je pense qu'il faut arrêter de se prendre la tête et de discuter, de blablater dans le vent. On va laisser Jean-Michel Aulas le faire parce qu'il le fait très bien, mais lui-même, je suis sûr qu'au fond de lui-même, il sait très bien qu'il ne va rien se passer. Il a fait du bruit, il a fait ses recours. Peut-être qu'il aura une somme d'argent dans 3, 4, 5 ans. Peut-être qu'il gagnera son recours et qu'il gagnera un peu d'argent pour ça. Pour la reprise, moi, j'y crois pas un instant. Clément? Non, tout a été dit. Le seul truc aussi, c'est que la Ligue a acté les titres, les relégations, les qualifications. Donc déjà, normalement, c'est terminé.
Et vu que l'OM est deuxième et que le chef de l'État est un fervent supporter, il va parvenir sur la décision d'arrêter de faire un championnat. Ou la théorie du complot. Le complot. Non, je rigole, évidemment. Non, c'est pas une théorie, parce qu'il paraît qu'il y a des présidents de Ligue 1 qui ont appelé le président directement pour lui demander de tout faire pour arrêter. Oui, mais pas pour On sait pas envoyer qui. mais pas pour envoyer Marseille en Ligue des Champions. Ah non, Ah, ça, ils on sont sait pas pas fait qui a pour appris. ça. À part Hérault. Mais après, Oui, bah oui, bien sûr. Bien sûr. Il y a une rumeur comme quoi Jacques-Henri Hérault pourrait devenir le prochain ministre des Sports, hein, qui est assez C'est énorme. d'Emmanuel Macron apparemment. Ça serait incroyable. S'il a d'aussi bonnes idées qu'il a à l'OM et s'il s'entoure aussi bien, on est bien. Ne vous inquiétez pas. C'est aussi probable qu'Antero Henrique, directeur sportif de l'OM. C'est-à-dire zéro chance. Quoi, tu vois. Mousse, la rumeur est passée pendant 1 heure, je crois, de possible, d'impossible. S'il va arriver d'Henrique à Marseille, et ça a été vite effacé parce que. On n'en a même pas parlé parce que ça paraissait tellement évident que ça ne se ferait pas. Voilà, Antero Henrique, c'est quelqu'un qui a besoin de faire de l'argent, des mouvements, etc. Donc il faut quand même un peu de liquidité pour faire ça. Et de toute façon, voilà, pour l'OM, c'est impossible parce qu'on connaît déjà on connaît les difficultés financières dont va faire face l'Olympique de Marseille. Donc, si tu es nommé directeur sportif et que tu n'as pas d'argent, c'est comme si on t'offrait un emploi fictif en fait. De toute façon, on pourrait faire un podcast complet sur en ce moment parce qu'il y a des choses à dire. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez vu, donc Jacques Henriot va recruter un directeur du football, mais un directeur du football qui n'est pas forcément en lien avec le foot, qui a des compétences sur le commercial, marketing et autres. Donc voilà, encore quelqu'un qui connaît très bien le football. On peut leur envoyer Patrick Kluivert s'ils veulent. D'ailleurs, je pense qu'on en parlera la semaine prochaine si ça bouge, mais il y avait Alexander Seferin aussi, le président de l'UEFA, qui a déclaré la décision d'arrêter la Ligue 1 prématurée, hein, l'arrêt de la saison de Ligue 1, et ce qui a conforté Jean-Michel Aulas dans son idée. Donc voilà, si Jean-Michel Aulas commence à être soutenu par les plus grands présidents en fait, lui, il parle plus dans l'objectif de la Ligue des Champions en disant Paris et Lyon vont être en galère. C'est ça. De toute façon, chacun défend son bout de pain depuis le début. Le Gret, il défend sa Coupe de France. Quillot, il défend sa Coupe de la Ligue. Céphérine, il défend sa Ligue des Champions. C'est incroyable. Hein. Aulas, il défend son club. Parce que d'ailleurs, vous avez vu que l'UEFA est revenu peut-être au modèle du Final Four et des éliminations directes. Ouais, c'est circule. On aurait peut-être pu finalement le match aller-retour avec les dates au mois d'août, mais plus un match sec et Final Four à Istanbul. Ouais, on verra comment ça avancera, mais je pense que voilà, les décisions commenceront à être actées au fur et à mesure des semaines qui arrivent. Les amis, on va passer à notre deuxième et dernier sujet. Oui, je peux dire un dernier mot avant qu'on entende la partie rétro, parce que normalement, on ne devait pas parler de Mercato, mais c'est juste 2 petits points rapides sur Icardi. J'ai eu des toutes petites news rapides. En fait, vraiment, le PSG veut lever l'option d'achat. Icardi semblerait qu'il est pas contre rester. Finalement, même si moi j'avais des doutes par rapport à sa fin de saison. La question, en fait, la question qui se pose, c'est quid de l'avenir de Tuchel. C'est le flou absolu. Lui qui était vraiment sur le départ avant la crise du Covid. Aujourd'hui, il se pourrait que ce soit finalement plus le cas. Et juste pour finir sur Icardi, Leonardo fait tarder un peu les choses parce qu'il espère que l'Inter accepte de baisser le prix d'Icardi. Parce qu'en fait, il n'y a pas beaucoup de prétendants pour Icardi. Tu as d'un côté la Juventus, on l'avait déjà dit, et le PSG, mais il semblerait que la Juventus ne soit plus aussi chaud qu'il pouvait l'être il y a encore quelques mois. Mais ça devrait se faire. Mais simplement, Léo attend un petit peu. Et la dernière chose que je voulais dire, c'est qu'il y a un gros problème avec Julian Draxler. On en avait parlé la semaine dernière. Lui, il n'a pas envie de partir du club. Il est prêt à rester une année, même s'il ne joue pas beaucoup, pour partir libre et être, prendre sa petite prime à la fin de l'année prochaine lorsqu'il partira libre. Donc, c'est possible qu'on subisse encore l'ami Draxler une saison, qu'il parte gratuitement. Je rappelle qu'il a été acheté 35 millions d'euros à l'époque et qu'il a un salaire énorme. Donc, grosse épine dans le pied de Leonardo. Voilà. Lui, il va être testé positif au camp des loges, mais pas au coronavirus. On aura l'occasion d'en reparler. J'imagine que ça bougera dans les prochains jours, les prochaines semaines pour le mercato du PSG. Et c'est vrai que par rapport à l'Inter et Icardi, Mousse, en tout cas, l'Inter, eux, en plus, vont vendre Lautaro Martinez, donc ils vont avoir besoin d'argent pour reconstruire un effectif. Ils attendent quand même des liquidités pour
pour rebâtir leur... Tu sais, c'est toujours le problème, Hugo. Est-ce que le Barça a les moyens de payer 110 pour Lautaro? Moi, je suis pas sûr. La presse espagnole, il parle. Ah oui, dernière chose aussi, la dernière rumeur en date sur Haaland, c'est n'importe quoi. Ah, qui est C'est sorti Marca dans qui la a presse sorti ça, espagnole. mais Ouais. c'est du délire complet, quoi, tu vois. Mais complet. Bah, Voilà. et comme Nasser Al-Khelaifi qui dit dans France Football que Ronaldo est un joueur voilà, exceptionnel, machin, qui a marqué son époque, et les médias italiens le lendemain qui en font des gros titres. Le PSG va recruter Cristiano Ronaldo comme d'habitude. Et c'est... En Non, mais plus, Marca, Haaland, ce qu'ils t'en fais font, quoi, quoi? T'en fais quoi d'Haaland? ouais, Marca, ce qu'ils font, c'est que eux, ils se positionnent que dans une logique de comment faire pour attirer Mbappé au Real. Oui, c'est Donc là, exactement ça. voilà. Donc moi, quand j'ai vu la une, je me suis dit, tiens, bah voilà, comment faire. On met un coup de pression sur le clan Mbappé en se disant qu'Haaland va arriver. Et comme ça, on a Mbappé fort pour aller au Real. Alors, en C'est fait, que tous les ça, supporters, c'est ça. ils vont courir acheter Marca ou s'abonner. Voilà. Et puis, ils vont se dire, ah tiens, si le PSG est sur Haaland, ça veut dire qu'ils sont sur le point de nous vendre Mbappé. C'est C'est ça. de la malhonnêteté Eh intellectuelle. oui, Mais, eh oui. Et juste, Pas d'autre. vas-y Yacine, vas-y Yacine. juste pour finir sur l'histoire de Lautaro Martinez, l'argent du Barça et tout, il faut juste savoir qu'aujourd'hui, les clubs sont en train de travailler sur, comme le fair play financier va être allégé pendant un an, en fait, ils sont en train de travailler sur des solutions où, en fait, ils pourraient acheter les joueurs en payant dans un an avec des options obligatoires, etc. Ce qui fait que le Barça pourrait toujours trouver le moyen d'attirer un joueur. Et c'est pour ça que, en fait, il y a beaucoup d'anciens qui veulent que Neymar revienne, etc. En fait, le Barça est plus capable de faire 2 ou 3 gros joueurs. Le Barça est capable de faire un joueur avec un paiement différé dans un an. Mais effectivement, le truc et la Juve, c'est pareil en fait. La Juve aujourd'hui, les 70 millions. En fait, l'option d'achat du PSG, le prix d'Icardi, c'est pas le prix pour la Juve, c'est que le prix pour le PSG. Donc en Et ça, fait, c'est c'est pour ça. normal parce que les Italiens entre eux, c'est Oui, souvent comme voilà, ça, oui, hein. toujours Il y a comme un les prix Anglais, pour comme les les clubs Anglais. étrangers et un prix pour la Voilà. Serie A. Donc. Donc c'est pour ça que le Barça est obligé avec la crise la Juve est obligé de revoir ses prétentions, enfin de se dire on va pas pouvoir faire Icardi En parce que plus, il y a le Corriere dello Sport qui a sorti aujourd'hui que l'Inter allait peut-être passer la seconde pour Cavani si effectivement il perdait Lautaro Martinez. Cavani, c'est ouais. gratuit. Ça peut arranger les affaires de l'Inter. Donc, ça peut être un petit jeu de chaises musicales, effectivement. On y reviendra. Avec maintenant ce petit point mercato fait par Mousse, on va passer à notre sujet rétro qu'on fait depuis plusieurs semaines. Alors, je vous le disais en préambule, on a déjà fait les numéros 10, on a fait les buteurs du Paris Saint-Germain qui ont marqué l'histoire du PSG, on a fait la semaine dernière les défenseurs centraux, et cette semaine, on s'attaque aux ailiers qui ont marqué l'histoire du Paris Saint-Germain ou alors qui vous ont marqué vous personnellement. Alors, d'habitude, on fait un sondage sur le compte Twitter de Paris United pour que vous décidiez, vous, ceux qui nous suivez sur Paris United, qui tranchiez entre plusieurs décennies. Il y avait tellement, on va dire, de profils et de joueurs qui ont joué à plusieurs positions, qui ont joué dans l'axe, puis se sont déportés sur le côté, qu'on a décidé de ne pas en faire pour les ailiers parce que c'était un peu compliqué à faire. Donc, on passe directement. Je vous ai demandé d'en choisir deux personnellement et de me détailler pourquoi ils vous ont marqué personnellement et ils ont marqué l'histoire du PSG. Alors, on va faire un chacun, déjà un par chroniqueur, et on reviendra vers vous pour le deuxième. Je vais me tourner vers toi, Mousse. On va commencer avec toi. Toi, tu as choisi en premier lieu, avant de dénoncer ton deuxième, Laurent Robert. Laurent Robert, donc, qui a joué au PSG entre 1999 et 2001, qui était évidemment un redoutable tireur de coup franc avec une exceptionnelle patte gauche. Je te laisse nous détailler pourquoi ce choix de Laurent Robert. Ouais, Laurent Robert, alors ça peut-être ça parlera pas aux plus jeunes de nos auditeurs, mais c'est un joueur qui, tu l'as rappelé, qui arrive en 99. Il venait de passer 5 saisons à Montpellier. Très, très, très bon joueur. D'origine réunionnaise, il me semble. Moi, j'étais très, très content quand il signe parce qu'on le voyait mettre des coups francs, des frappes de loin du gauche avec Montpellier, des centres toujours au millimètre. C'était un peu le Jérôme Roten, le Jérôme Roten des années 90. Voilà, c'était un peu ça parce que Roten arrive en 2004, donc 3 ans après son départ. C'est à peu près ouais, à peu près le même style de joueur, super pas de gauche. Et au PSG, ce qui avait marqué, même il prenait vraiment le côté gauche, mais lui, sa spécialité, c'était les coups francs. Et d'ailleurs, le premier match qu'il joue en 99, j'ai revu quelques buts tout à l'heure. Et donc, son premier match, c'est contre 3 au Parc des Princes. Et il ouvre le score par un coup franc de 35 mètres du gauche. Le but ne lui est pas attribué parce qu'elle est détournée par un défenseur. Alors, je crois que c'est un match contre 3 à l'époque. Donc, le but ne lui est pas attribué. Mais voilà, il
il signe d'entrée son arrivée au PSG avec une puissante frappe du gauche. Et pendant 2 ans, on va assister à ça, quoi, tu vois, des coups francs, des frappes du gauche extraordinaires. Et puis pareil, quand il se déporte sur son côté gauche, un peu comme Roten, des centres qui arrivaient toujours sur une tête, sur un pied. Très très bon joueur. J'avais une petite stat que je voulais vous lire parce qu'il n'est pas resté très très longtemps au PSG. Comme tu l'as dit, Hugo, il est resté 2 ans et donc il fait 84 matchs, il me semble. 85 matchs pour 34. 84 matchs, 34 buts, 12 passes décisives, tu vois. Donc, ouais, moi j'ai adoré ce joueur et ensuite il part à Newcastle et pendant 5 ans il fait le bonheur du club anglais. Non, très 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 bon joueur. Et j'invite les jeunes auditeurs, il y a pas mal de ces coups francs sur YouTube, à les voir. Et encore une fois, voilà, c'était la fin des années 90, après la période Ginola, Wea, tout ça. Donc c'était avec Bergerot, un entraîneur qui n'est pas resté dans les mémoires des Parisiens, qui part après une défaite contre Sedan, un 5-0, il me semble. Ouais. Donc voilà. Mais très 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 bon joueur. Et puis après, je parlerai de mon deuxième qui est aussi gaucher. Exactement. C'est vrai qu'en tout cas, si on tape Laurent Robert PSG, on a forcément une compile de coups francs et de frappes du gauche. Ah mais c'est dingue, hein, je te jure. Il y avait un autre gaucher comme ça qui avait joué un peu au PSG. C'était, je sais pas si tu te rappelles Yacine, je sais pas si vous vous rappelez, de Pedron, qui avait une Ouais. frappe du gauche aussi, qui avait mis beaucoup de coups francs du gauche. Et ça, c'était à l'époque où c'était, comme on dit, c'était un peu la Hesse. Il n'y avait pas d'argent. Il n'y avait pas d'argent. Et il fallait faire des petits trucs. On avait pris voilà, des Pedrons, des Pichots, Ah ouais. des mecs comme ça, des Laspal, tu vois. En tout cas, Laurent Robert, il avait quand même aussi, grâce au PSG, pour terminer sur Laurent Robert, connu ses sélections en équipe de France grâce au PSG parce que ça lui a offert une exposition médiatique et puis aussi parce que grâce à ses bonnes performances. Yacine, on va passer à toi. Mousse en a parlé un peu. Toi, ton premier choix, c'est El Magnifico, David Ginola, qui a joué au Paris Saint-Germain entre 92 et 95, donc pendant la période aussi du beau passage du Paris Saint-Germain en Coupe d'Europe. Je te laisse nous détailler pourquoi ce choix de David Ginola. Ginola, en fait, franchement, je pense que le mieux, c'est de le voir. C'est-à-dire, en parler, je te jure, franchement, Ginola au Bon, parc. bah, tais-toi, on va mettre un best-of. C'était. Non, mais sérieux, je te jure, c'est peut-être mieux pour tout le monde. Ginola, franchement, c'était la classe, l'élégance, la puissance. Il avait. Bon, il y a une action typique qui existait au parc pendant des années. Bernard Lama relance de la main sur la poitrine de Ginola. Le ballon est resté collé 3 minutes. Et franchement, Ginola, c'est des matchs exceptionnels. C'est-à-dire que déjà en Coupe d'Europe, il y a eu le Real les 2 fois. Il y a eu la Juve, même malgré l'élimination, où il est monstrueux, où il traumatise Torricelli, où il se fait arracher, il se fait déchirer le maillot. C'est un truc de fou. Il y a eu le match contre le Barça, où il traumatise Ferrer. 15, ouais. Ouais, où il touche 3 fois le poteau, il fait un lob sur la barre. Enfin, c'est juste exceptionnel. Mais Ginola, il savait tout faire. C'est-à-dire qu'il avait une vraie frappe de balle, il savait centrer. Il était déjà puissant pour l'époque. Et en fait, Ginola, c'était pourquoi il a été détesté aussi en France, en dehors de l'histoire de France-Bulgarie. C'est que Ginola, c'est la première icône mode. C'est le premier qui fait vraiment de la pub, qui beau gosse, tu vois, qui est tout le temps. Il est jalousé à l'époque torse nu. pour ça. Il est torse nu tout le temps, il monte ses abdos partout. C'était Cristiano Ronaldo, mais en 90, quoi. En moins orgueilleux, quand même. Ouais, rien à voir. Mais et c'est un joueur exceptionnel. Franchement, c'était un joueur au parc, c'était vraiment exceptionnel. Il y a eu des matchs où tu te dis, c'est pas possible, quoi. C'est un mec qui aurait mérité une autre carrière et c'est un mec qui, s'il jouait aujourd'hui, ce serait une méga star. Il méritait une autre carrière. Il a eu une carrière extraordinaire. Hein. Il a été élu joueur anglais, mais Angleterre. C'était en 99, il me semble, ou en 2000, quand il jouait à. Alors, je sais plus, c'est Tottenham ou. C'est Tottenham où il est élu meilleur joueur. Parce qu'en fait, quand à l'époque, lui, il est juste à la transition de l'arrêt Bosman. Et en fait, au départ, il y a 3 étrangers qui peuvent jouer dans les clubs. Et l'année où il part pas réellement, c'est l'année où il doit rejoindre le Real Madrid ou Barcelone. Après, il se retrouve à Newcastle. C'est pour ça que je dis ça, parce que malgré tout, Newcastle, c'est un très bon club. En Angleterre, c'est un club très populaire, etc. Dans les années 90, ouais, c'était un bon. Mais c'est pas le Barça, c'est pas le Real, malgré tout. Et c'est pour ça que je dis ça. C'est-à-dire que il s'en va en 95 quand l'arrêt Bosman n'est pas encore acté et que le nombre d'étrangers n'explose pas. Et finalement, il se trouve bien en Angleterre, donc il y reste.
Mais pour moi, c'est un joueur qui aurait dû rejoindre un club à l'époque comme Milan, comme Barça, comme le Real. D'ailleurs, c'est la presse espagnole qui l'avait surnommé El Ouais, ouais, Magnifico. après le match contre le Real Madrid. Contre le Real Madrid et Barcelone qui l'avait surnommé El Magnifico. Ouais. Clément, tu voulais faire une petite réaction sur David Ginola? Bah, en fait, Yacine a raison. C'est vraiment, ça aurait dû être une méga star. Ça a été un grand joueur, ça aurait dû être une méga star. Tu as un peu abordé le sujet, mais France-Bulgarie, ça a quand même, malgré tout, ça a quand même bien été dur pour sa carrière. Ça a été un coup dur pour sa carrière. Injustement, je pense qu'on peut le dire. Parce que Gérard Rouillet, à l'époque sélectionneur, lui a mis ça sur le dos. Et d'ailleurs, les deux sont froids depuis. Ils ne sont jamais reparlé. Et c'est vrai que malgré tout, ça a été un des éléments marquants de sa carrière et ça a aussi joué négativement sur le fait que ça devienne l'un des plus grands joueurs de la planète. Pour le coup, moi j'ai interrogé beaucoup de gens pour le livre sur les 50 ans et c'est le joueur qui ressort chez beaucoup de supporters, le joueur parce qu'il était impressionnant au parc. C'est ça en fait, Yacine l'a dit. Les contrôles de balles de Ginola, je ne sais pas si on a revu ça depuis. Et d'ailleurs, je ne sais pas si on a revu au PSG un joueur aussi élégant que Ginola. Depuis. Oh oui, Pastore, il y en a eu quelques-uns quand même. Bon, Pastore, je suis pas sûr que ce soit aussi élégant que Ginola. Voilà. Ah bon? Mais Ginola, c'est quand même la grande classe. Mais Pastore aussi, hein. Faut pas déconner. Pastore aussi, mais voilà. Mais ouais, non, sinon c'est tout ce que j'avais à dire sur. Sur Ginola et l'histoire de la Bulgarie, c'était aussi le fait qu'à l'époque, l'équipe de France c'était moitié PSG quasiment Ouais, et moitié exactement. Marseille. Et à Il y a la l'époque, guerre. voilà, et à l'époque, le club de Marseille est 1000 fois plus populaire que le PSG. Le PSG, ça n'a pas bougé jusqu'à aujourd'hui. C'était le club déjà détesté, club de nouveaux riches, Canal+, les Strass, les paillettes, puis etc. la C'est capitale, aussi quoi. pour ça, voilà, exactement. C'est aussi pour ça que Ginola était pas mal décrit à l'époque. C'est surtout le côté province, Paris. L'équipe de France, il y avait beaucoup de Marseillais, etc. Voilà, donc Et c'est aussi Yacine, c'est grâce au PSG que ce qui lui a fait quand même un énorme coup de projecteur parce qu'il vient du Stade brestois. Donc c'est quand même grâce à ces 3 années au PSG qu'il connaît cette carrière ensuite. Ouais. Après, faut savoir que Ginola, tout jeune, c'est déjà un joueur. Il est acheté par le Matra Racing au moment où le Matra Racing Oui. est blindé d'internationaux. Et en fait, c'est la chute du Matra qui l'envoie un peu vers Brest et la chute de Brest qui la ramène au PSG. Imagine, c'est un sudiste, il n'a jamais joué pour un club du sud de la France. Il a a joué à joué en Toulon. Bretagne et à Paris. Il a joué à Toulon. Ah, il a joué à Toulon, d'accord. Ouais. Okay. Mais à l'époque, comme Boiré me disait que dans le PSG des années 90, il n'y avait aucun Parisien de base. Ils venaient tous de. Bravo, c'est pareil. Ouais. Bravo, je crois Ouais, qu'il c'est un histoire. un truc comme ça. Ouais, c'est vrai. Et en fait, le fait d'être détesté par tout le monde, et notamment avec la rivalité pour Marseille, ils se sont tous noués d'attache pour le PSG. Ils ont tous porté le PSG dans leur cœur, alors qu'il n'y avait pas un seul Parisien dans l'équipe. C'est assez drôle quand même. Ah, il devait y avoir peut-être Guérin, je crois qu'il est né à Boulogne-Billancourt. Et ouais, Guérin, ouais. Ouais, Guérin, il est né à Boulogne-Billancourt. Donc, Et Francis Lasserre. Yasser aussi. Et je crois que Yasser, il habite. Oui, parce que moi, j'habite Boulogne et on l'a déjà croisé, l'ami. Il habitait à Cisco. Allez, on passe à toi, Clément. Toi, tu as choisi le 6e meilleur buteur, le 6e meilleur passeur de l'histoire du Paris Saint-Germain. Amara Diané. Avec 52 passes décisives, qui a évolué au PSG entre 2004 et 2010. C'est Jérôme Roten. Jérôme Roten qui arrive d'un grand succès avec l'AS Monaco et qui signe au PSG pour 11 millions d'euros à l'époque, quand même une importante somme d'argent. Donc je te laisse nous détailler, nous expliquer pourquoi Jérôme Roten. Depuis tout à l'heure, je regarde derrière dans ma chambre si j'ai une photo avec lui. J'en ai partout, mais là, j'en retrouve pas. Et, c'est dur de passer après Ginola quand même, parce que Ginola, c'est un monument. Mais c'est vrai que Roten, tu l'as dit, il vient de Monaco. Et à l'époque, il vient du Monaco finaliste de la Ligue des Champions. Et Roten, le Real est dessus, Chelsea est dessus, d'autres clubs anglais sont dessus. Et lui, il décide de venir au PSG, alors qu'il avait des meilleures offres. Parce que le PSG, c'est son club de cœur. Il est issu de Châtenay-Malabry, il est né en région parisienne. Et le PSG, ça a toujours été son club de cœur. Et un peu à l'instar de ce que disait tout à l'heure Mousse sur Laurent Robert, il n'a pas été dans une époque facile, Roten. En fait, il y a 2 joueurs qui ont surnagé durant les années colonies capitales, c'est Roten et Paoletta. C'est vraiment le duo qui portait un peu le club. Et Roten sur le terrain, c'était l'élégance aussi, c'était la patte gauche vraiment remarquable. D'ailleurs, on l'a souvent appelé, je trouve c'est excessif, le Safet gaucher. En référence à Suzik, c'est quand même c'est exagéré parce que Suzik c'est vraiment un monument, mais Roten avait une vraie patte gauche exceptionnelle. On l'a surtout vu à partir de 2008 quand O'Haro et Julie sont arrivés, où là le PSG allait mieux et les centres de Roten ont vraiment fait ravage.
Mais quand Paoletta était là, déjà, c'était le meilleur passeur du PSG. Ses centres toujours précis. J'ai pas revu ça. Si Di Maria le fait un peu, mais en fait, Roten, il est pas aussi fort que Di Maria, mais il avait un truc dans ses centres, c'est qu'il les mettait toujours entre le gardien et le premier attaquant. Et Ce qui sans faisait qu'en déborder fait, surtout. ouais, et sans déborder. Et en fait, ses centres arrivaient toujours devant le gardien et l'attaquant n'avait plus qu'à couper. Donc ça, c'était vraiment un truc très fort qu'il avait. Et autre chose que j'ai bien aimé chez Roten, c'est qu'il avait pas la langue dans sa poche. Il disait ce qu'il pensait. Et au moment où tous les supporters disaient que Colonie Capital ne mettait pas assez d'argent, que le club a été en train de mourir petit à petit, lui disait la même chose aux dirigeants. Ça lui a d'ailleurs valu d'être mis 6 mois au placard, à la fin être un peu viré comme un malpropre. Mais Roten Il a été prêté 2 fois, il me semble. Il a été prêté 2 fois. Il a été gentiment mis de côté quand même. Voilà, après qu'on est né et arrivé, etc. Mais Roten disait les choses aux dirigeants et voilà, ça n'a pas plu. Donc vraiment un mec amoureux des supporters, amoureux du PSG, très bon sur le terrain et on le voit encore aujourd'hui en tant que consultant. Je suis pas toujours d'accord avec lui, je le préfère en tant que joueur qu'en tant que consultant, mais on sent sa passion vers le club de la capitale quand il commente et ça fait toujours plaisir à entendre malgré tout. Yacine, je te voyais lever le doigt, vas-y. Non, c'est pour dire que je pense qu'en fait, le fait qu'il soit amoureux du PSG, pour moi, hein, ça fausse un peu l'image parce que pour moi, il n'a pas été super bon au PSG. Après, il n'est pas. qu'il allait dire ça. Bah oui. Après, par contre, franchement, il n'est pas tombé dans la meilleure période parce que. Surtout quand il a commencé à le comparer avec sa fête, j'ai dit oh là là, putain, merde, on va perdre Ah, Yacine. c'est pas moi qui ai fait la comparaison. Ah, mais je sais. Quand je vois Yacine Mais parce que faire ça est-ce que tu as vu sa tête quand tu as dit ça? Ouais. moi, je regarde. Quand je vois Yacine commencer à lever le doigt comme ça, je dis oula, il y a un truc là. Je vous dis, c'est un extrémiste, Yacine. Attention. Non, mais voilà, après c'est vrai qu'il n'est pas tombé dans la meilleure période. Et je pense qu'à un moment donné, en fait, son jeu correspondait pas forcément aussi au coach que Paris a eu. Malgré tout, tu sais, à un moment donné, un joueur, il a besoin de faire une rencontre avec un entraîneur qui comprend ce qu'il fait. Tu vois, quand je disais pourquoi j'ai rajouté il déborde pas, parce que ce que faisait Ginola, par exemple, sur le côté gauche, tu peux pas le demander à Roten. Roten, il n'avait pas de vitesse. Par contre, il savait centrer sans déborder. Donc, pour centrer sans déborder, il faut que tu aies un latéral qui dédouble et qui vienne t'emmener du mouvement pour te libérer des espaces ou des attaquants qui piquent un peu comme ça. Si tu n'as pas cette osmose, en fait, Roten, à un moment donné, dans ton jeu, il ne va pas te servir à grand-chose. Et c'est pour ça que je dis qu'il n'est pas tombé sur les meilleurs entraîneurs, parce qu'il a connu Guy Lacombe, il a connu Vaïd qui demandait beaucoup de rigueur, etc. Donc, ça s'est mal passé. Voilà, ça s'est mal passé avec la Combe, ça s'est mal passé avec Le Guen. Ah oui, parce que c'est vraiment typiquement le genre d'entraîneur qui ne correspond pas du tout à ce qu'est Roten en tant que joueur. C'est ça, parce que quand tu arrives au PSG, Clément ou Mousse, si tu veux réagir dessus, c'est quand même, que ce soit sous Laurent Fournier ou après avec Guy Lacombe, ça se passe quand même très mal. Il a beaucoup de blessures. Donc au début, sa carrière au PSG a été quand même un peu compliquée. Hein. Le truc, c'est que déjà, il vient de Monaco, où ils font finale de Ligue des Champions. Donc déjà, ça te peut quand même certaines. Voilà, tu arrives avec un statut, tu es finaliste de Ligue des Champions. Après, tu parles des coachs, je ne suis pas forcément d'accord. C'est parce que regarde, lui, il fait finale de Ligue des Champions avec Didier Deschamps. On connaît un peu le style de Deschamps, c'est pas folichon, quoi, tu vois. C'est pas terrible. Ouais, mais à l'époque, à Monaco, il jouait quand même différemment. Il y avait du offensif, il y avait Moriente. C'est parce qu'il avait des joueurs. Non, c'est parce qu'il avait un bon effectif. Bien sûr. Mais ça lui permettait à Roten d'être bon parce que justement, de l'autre côté, il y avait Julie qui cavalait pour deux. Tu avais Perso qui faisait le taf défensif. Et puis derrière lui, au milieu, tu avais du Edouard Cissé et compagnie. Tu avais Patrice Evra derrière aussi. Hein. Ouais, ok. Et puis lui, il arrive avec un peu de pression parce que quand il arrive la saison d'avant, on finit deuxième, on va en Ligue des Champions, on fait une saison avec très très peu de défaites, il me semble. On remplace un peu Sorine. Entre guillemets, d'ailleurs, je crois qu'il me semblait qu'à l'époque, il disait il fallait faire un choix entre Roten, qui était finaliste avec les champions, et Sorine, tu vois. Donc voilà, mais c'était non, le parcours de Roten au PSG, c'était top. En tout cas, les années où il n'a pas été prêté. Le seul bémol, on va dire, c'est qu'effectivement, l'effectif qui tournait autour de lui, à part Paoletta devant, il avait un super avant-centre, donc pour ses centres, c'était top. Pour le reste, effectivement, tu n'avais pas de stabilité au niveau des coachs, au niveau même de tout, quoi. Donc, je pense qu'il n'arrive pas à la meilleure période, quoi, en fait. Ouais, moi, je me souviens de la finale PSG Lens qu'on gagne au tir au but à la fin, enfin, tir au but de Bernard Mendy. Cette année-là, c'est Roten qui tire les pénaux, parce que Paoletta est plus là. Ou Paoletta, je sais plus pourquoi d'ailleurs, mais c'est Roten qui tire les pénaltys cette année-là, je m'en rappelle. Et quand Duhamel siffle le péno à la 90e, je vois Mendy prendre le ballon. Je dis, putain, il est pour Roten celui-là, parce que Roten, on avait confiance en lui quand même.
Et au final, Mendy prend le ballon, il nous met un vieux tir au but, tout au ralenti puant, mais qui rentre. Et c'est un bon souvenir. Et je crois que d'ailleurs, Roten, il l'a pas très bien pris, hein, ce truc-là. Parce qu'il aurait dû offrir la coupe au PSG. Et finalement, c'est Mendy qui lui a volé. Donc, je suis pas sûr qu'il l'ait bien accepté. Mais... Et vous vous rappelez le petit l'embrouille avec Pancrate? À l'époque, ils n'arrêtaient pas de. Ah si, c'était un embrouille de ouf. Bon, après, ça s'était arrangé, mais ils avaient failli se battre, ils se parlaient plus. Et parfois, ils s'étaient alignés tous les deux sur le terrain, tu vois. Et tu sentais que. Roten, il s'embrouillait avec tout le monde, je crois. Ouais, il a son caractère, Roten. Ouais. Au PSG, ouais, avec les supporters, hein, c'était chaud plusieurs fois. Ouais. Mais il y allait, hein. Il a jamais eu peur d'aller à la confrontation. Non. Ça, c'est vrai. On repasse à toi, Mousse, avec ton deuxième choix. Toi, tu as choisi le deuxième meilleur buteur de l'histoire du Paris Saint-Germain. Deuxième meilleur passeur, putain, j'ai du mal. Je veux caser un buteur. Le deuxième meilleur passeur, pardon, de l'histoire du Paris Saint-Germain, avec 87 passes décisives. Derrière, l'illustre évidemment Safet Soujic, qui est toujours en première position avec ses 90 passes. El Fideo Angel Di Maria, qui est l'Argentin, qui est au Paris Saint-Germain depuis 2015. Et je te laisse nous parler d'Angel Di Maria. Il y a tellement de choses à dire sur lui. C'est difficile. Quand on parle des ailiers, on est obligé de citer, parce que lui, pour le coup, il a rien que par ses stats. Et puis, il n'y a pas que les stats, c'est sa façon de jouer, etc. Mais Di Maria, pour moi, c'est peut-être dans le top 5 des meilleurs recrues de la décennie QSI. Forcément sa place. Il a forcément sa place. Bien sûr. Ah ouais, non, Di Maria, il est extraordinaire. D'ailleurs, il met une passe décisive dans son premier match. Il rentre en cours de jeu, il me semble. Il fait une première passe décisive pour Lavezzi, qui lance en profondeur. Donc là, déjà Monaco. pareil. Contre Monaco. Exactement. Ah oui. Ouais, Monaco. Déjà là, il signe d'entrée. Il se présente. Salut, je m'appelle Angel Di Maria. Une passe je fais que des passes. Il y en a une qui est très récente, mais je crois que c'était la saison dernière, mais qui m'a scotché. C'est l'extérieur qui met Mbappé dans la course. Ah, je sais pas si vous vous rappelez. C'est en Ligue des Champions en Ligue des Champions contre. Je me rappelle plus du match. C'est en Belgique. Il est côté droit, peut-être. Il est côté droit. T'as Mbappé qui prend la profondeur, qui court. Il y a deux défenseurs entre les deux. C'est contre Bruges. Je crois que c'est ça, ouais. Et il te fait un extérieur. Elle arrive vraiment dans la course d'Mbappé, quoi, tu vois. Et des passes comme ça de l'extérieur. Moi, c'est ce que j'aime, c'est ce joueur. Qu'il soit à 40 mètres ou à 10-20 mètres sur le côté, ces extérieurs, ils font souvent mouche. Que ce soit pour une passe décisive ou même pour un but. Parce que souvent, il fait des petits piquets du gauche aussi. Moi, je kiffe. Mais ces extérieurs, ils sont magnifiques. Mais en fait, Di Maria, moi, je me rappelais de lui déjà quand il arrive au Real, l'année où ils prennent la décima, même s'il ne joue pas vraiment au même poste. Je crois qu'Ancelotti, vers la fin, il le met milieu relayeur gauche, il me semble. Mais Gareth Bale devant ça. Ouais, voilà. Et non, c'est quelqu'un qui est capable de tout faire. Et moi, je suis sûr, même tu le mets derrière un attaquant, même si on l'a jamais vu. Mais je suis sûr que même derrière un attaquant, ce mec-là, il est opérationnel. Donc non, Di Maria, que ce soit côté droit, côté gauche, tu le mets n'importe où. Alors, il a souvent tendance, quand tu le mets à droite, à repiquer avec son pied gauche. Et c'est d'ailleurs dommage, parce que souvent, il est en position de centrer et il essaye toujours son petit dribble de l'extérieur pour pouvoir repiquer dans l'axe. Et ce que je pourrais lui reprocher à Di Maria, c'est que parfois, à part sur les corners, parce qu'il les tire quasiment tous, mais quand il est en position de centrer, parfois, il tergiverse un peu trop. C'est la seule chose que je pourrais un peu lui reprocher. Sinon, c'est vraiment une super recrue. Et ces dernières années, quand il y a eu des blessés, heureusement qu'il était là. Avant de te laisser parler, Yacine, sur Di Maria et de passer en ton deuxième, je vais donner la parole à Clément, parce que Clément l'a aussi choisi en deuxième ailier, on va dire, favori dans sa liste. On peut aussi axer le fait pour résumer André Di Maria, Clément, c'est quand même l'homme des grands rendez-vous. Il a toujours répondu dans les gros matchs. Contre Chelsea, au retour, c'est lui qui fait la passe pour Ibrahimovic. Contre Manchester, contre Naples, où il permet au PSG de passer en huitième de finale. Donc voilà, c'est pour résumer aussi l'histoire qui n'est pas finie pour l'instant avec le Paris Saint-Germain. C'est un homme des grands rendez-vous et il a toujours répondu présent dans les grands matchs. Moi, je l'appelle la valeur sûre, Di Maria. C'est-à-dire que lui, tu pars à la guerre avec lui, tu sais qu'il sera là, tu sais qu'il sera. En fait, on a tellement été déçus ces dernières années au PSG par plusieurs noms dans les grands matchs. Lui, c'est le seul qui n'a peut-être une fois allé, mais qui n'a jamais déçu. Jamais déçu. Moi, je disais que c'était l'une des 5 meilleures recrues de QSI. Moi, je pense que c'est même l'un des 5 meilleurs ailiers de l'histoire du PSG parce que Di Maria, il a tout ce mec. Oui, largement, bien sûr. Voilà. En fait, il est exceptionnel.
comment dire, j'aimais beaucoup au Real quand il était en milieu de terrain parce qu'il avait peut-être il n'avait pas besoin de repiquer. Di Maria, c'est frustrant quand il doit repiquer systématiquement. Franchement, il est complet. Il est complet. Sur coup franc, il est exceptionnel. On l'a pas assez dit, mais quand Neymar est arrivé et quand Zlatan était là, il tirait peu les coups francs. Mais entre les deux, il y a eu une phase où c'était vraiment le tireur de coups francs. Il nous en a mis des paquets en pleine lucarne. Devant le but, en finition, je l'ai rarement vu rater un face-à-face. Sur le terrain, il court. On l'a vu là depuis que quand il joue sur le côté avec deux attaquants, quand il faut faire les efforts, il est là, il ne rechigne jamais à faire les efforts. Techniquement, c'est incroyable. Il faut dire aussi que c'est le meilleur le meilleur passeur de Mbappé que Mbappé connaîtra dans toute sa carrière, je pense. Parce que franchement, Mbappé peut le surnommer le Père Noël. Hein. C'est exceptionnel. Franchement, c'est exceptionnel. C'est des cadeaux, mais à chaque match, c'est des caviars. Je pense que 60% des buts de Mbappé, c'est une passe décisive de Di Maria. Facile. Et ouais, franchement, c'est. On va voir aussi celle qu'il a mise à Cavani. Il y en avait pas mal, il me semble. Ouais, il y en a. C'est un joueur d'équipe. En fait, c'est un joueur d'équipe. C'est une valeur sûre et c'est un joueur d'équipe. Et en plus, au-delà du côté soldat, joueur d'équipe, c'est un mec technique et talentueux. Franchement, je le mets seul point noir aussi, Clément, je sais pas ce que tu en penses, contre Barcelone, où il fallait juste qu'il a décalé à Cavani. Il avait joué un peu perso. Ouais, mais il se fait bien charcler quand même. Hein. Ouais, bien sûr. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'il avait largement le temps de la passer à Cavani, et Cavani se retrouvait seul face au gardien. Bon, c'est pas dit qu'il le mette, parce que Cavani, parfois, il est maladroit. Mais c'est vrai que ça aurait pu. Le destin du match aurait pu tourner à ce moment-là. Toi, Yacine, qu'est-ce que tu retiens d'Angel Di Maria? Alors, je précise, hein, c'est toujours pas fini son histoire avec le Paris Saint-Germain, parce qu'on a l'impression qu'on en parle au passé, mais il est toujours dans l'équipe. Qu'est-ce que tu retiens de lui? Moi, c'est plus. En fait, c'est un peu les coups d'éclat, c'est-à-dire que c'est quand même un mec qui parfois passe au travers d'un match, mais sur un geste, malgré tout, le match de Naples, par exemple, l'année dernière, c'est symptomatique, c'est-à-dire qu'il est nul. Son match, il est nul. Il rate tout, ses passes, il rate tout. Il doit sortir. C'est-à-dire que si tu me dis un joueur à un moment donné, à la 60e, 70e minute, qui tu sors, mais c'est lui le premier. Et finalement, il reste. Et à la 92e, il va t'envelopper un ballon là-bas qui te maintient en vie et qui te qualifie finalement sur la durée. Et voilà. Et pour moi, c'est ça que je retiens parce que c'est aussi un peu la force de ces gauchers-là. C'est-à-dire que parfois, ils sont irréguliers. Voilà, ils passent un peu au travail. Ils ratent beaucoup de choses parce qu'ils tentent beaucoup de choses aussi. Hein. Mais voilà. Et la passe dont parlait Mousse sur le premier match, c'est ça. C'est-à-dire que le mec, il rentre. Et sur un seul ballon, il fait contrôle, il envoie un caviar à 30 mètres par-dessus la défense pour la Vedzi qui demande en profondeur. Bon, voilà. Après moi, le seul regret que j'ai, c'est que j'ai l'impression que les moments où on l'attendait vraiment, et je ne parle pas des phases de poule et tout, et ben, tu vois, par exemple, le match de Manchester l'année dernière, il y a 2 ans, le match retour, il fait un super match aller parce qu'il est revanchard de Manchester, parce qu'il l'attend et tout. Et c'est à Old Trafford. Et franchement, le match aller, il est monstrueux. Ouais. Et au match retour, bah, il est transparent, comme beaucoup d'autres. Hein. Mais j'ai l'impression, c'est un peu ce qui me manque en lui, c'est-à-dire que, tu vois, et on en avait parlé aussi cette année, quand il y a Neymar, on le sent un peu en dedans. Ouais. Voilà, j'ai l'impression qu'il manque un truc quand Neymar est sur le terrain, voilà. C'est vrai. Il manque un truc à un moment donné pour passer ce cap-là. Mais sinon, voilà, malgré tout, c'est pas le genre de mec où tu vas te dire pourquoi il est footballeur professionnel, quoi. Qu'il n'y a pas d'injustice. Avant de passer au deuxième choix de Yacine, quand même, c'est vrai que c'est quand même un joueur en plus qui a souffert de l'arrivée de Neymar et Mbappé parce qu'il a été tout de suite un peu enlevé de la lumière, on va dire. Et Clément, je voulais te lancer là-dessus. Et c'est un joueur qui, pourtant, alors qu'il y a eu la concurrence, de la grosse concurrence, mais qui n'a jamais fait d'histoire ou qui n'a jamais revendiqué. Alors peut-être qu'il avait besoin justement de ce on va dire, de concurrence. Mais juste, rappelez-vous que Draxler le rebooste déjà une première fois quand il arrive. Ouais, il avait besoin, s'il avait dit qu'il avait besoin un peu de concurrence pour se faire les fesses. Mais c'est vrai que ça lui a pas trop. Voilà, mais pas trop quand même. Et ça lui a fait quand même, ça l'a mis un peu moins dans la. C'est pas Ebeck son concurrent, c'est normal. L'une des choses que je reproche le plus moi à Unai Emery, c'est la deuxième année. Je sais pas si vous vous souvenez. L'attaque, c'est la première année de Neymar et Mbappé au PSG. Et Mbappé se blesse début janvier ou décembre. Et c'est Di Maria qui le remplace à droite. Et Di Maria est exceptionnel. Je ne sais pas si vous vous souvenez. C'est avant le match contre le Real, avant le match à Très bien, ouais. Et après, il le remet sur le banc. Voilà. Et le match où Di Maria en pleine bourre, il retour à Bernabeu. Ouais. Et il le met sur le banc. Et ça, j'avais trouvé ça nul.
Et pareil, cette année à Dortmund, c'est vrai que Yacine parlait de coup d'éclat. L'équipe va mal, on vient d'égaliser. Di Maria fait les efforts. Et qui sort Tourelle? Il sort Di Maria pour faire rentrer Sarabia. Le changement à ne surtout pas faire. D'ailleurs, il a bien corrigé ça en retour. Et pareil, ouais, c'est vraiment un joueur un joueur Après, de la un différence, joueur Clément, je sais pas ce que tu en penses, mais la différence entre Tourelle et Unai Emery, c'est que Tourelle, lui, au moins, il a trouvé la solution pour pouvoir intégrer les quatre devant. Or, Unai Emery, il n'a même pas Oui. cherché à comprendre. Il s'est Mm. dit, je vais garder mon 4-3-3 et celui que je sors, c'est Di Maria. Et il n'a pas essayé de trouver le schéma sur Ouais, lequel pour moi, tout le monde, en fait. Ouais. exactement, sur lequel pouvait s'adapter André Di Maria. Et c'est vrai que c'est une erreur de la part d'Emery parce que il s'est passé d'un joueur important et parfois on faisait des matchs pas folichons, il était toujours sur le banc, il rentrait tard et tout. Donc ouais, je suis d'accord avec Clément là-dessus. Ouais. Pour passer à ton deuxième choix, Yacine, c'est un joueur de la même époque que David Ginola, qui a joué dans les années 80. Ouais. Jean Leclerc C'est Daleb. Non, Daleb. Moustapha Daleb. Ouais, c'est un numéro 9. Ouais. C'est pas un ailier. Je me suis trompé sur les écritures. Je crois que j'ai écrit Ouais. dans mon texte, je crois que j'ai mis Georges Weah, oui. Effectivement, c'est Moustapha Daleb, pardon, qui est un peu avant David Ginola. Pourquoi ce choix justement de Moustapha Daleb, qui lui aussi, on l'avait pas évoqué dans les Il en parle toutes les semaines en même temps, donc on le sait déjà, tu vois. Nous, on n'est pas surpris. Non, mais nous, on le sait. Mais voilà, je laisse expliquer pourquoi. Ouais, parce que c'est l'histoire du PSG, c'est-à-dire que c'est la première idole du PSG, c'est la première idole du parc. C'est un joueur qui arrive de Sedan et en fait qui va rester 10 ans au PSG, mais en fait il va rester 10 ans, enfin presque 10 ans, alors qu'à cette époque-là, c'est un joueur qui est demandé par l'Ajax, par l'Inter de Milan, par le Real Madrid. Et il va jamais vouloir quitter le PSG parce que Daniel Echter, quand il le fait venir, parce qu'il aime le joueur. Francis Borrelli, quand il va reprendre le PSG, c'est pareil, c'est-à-dire que c'est son chouchou jusqu'à l'arrivée de Suzik, quoi, puisque Daleb finit c'est le passage un peu de témoin entre Daleb et Suzik. Et Daleb, en fait, c'est le gaucher élégant qui déborde, qui fait des passes décisives, qui marque des buts. D'ailleurs, Carlos Bianchi, immense buteur argentin et au PSG, a dit que c'est sûrement un des joueurs les plus forts avec qui il a évolué dans sa vie. Quand on sait avec qui a joué Carlos Bianchi, ça veut dire quelque chose. Et en fait, l'histoire, elle est belle parce que finalement, Daleb, il arrive au début de l'histoire du PSG. C'est la première grande star. C'est celui qui fait venir les gens au stade parce que c'est lui qui a la classe. Et il s'en va après les 2 premiers titres. Comme s'il avait terminé le travail. En gros, il a lancé Paris. Et il finit en plus en jouant les 2 finales, c'est-à-dire qu'il joue celle de Saint-Etienne et il rentre en remplaçant Battenet dans celle de Nantes, qui est une des plus belles finales de l'histoire de la Coupe de France. Et en plus, Paris est mené 2-1 à ce moment-là. Paris va gagner 3-2 et en fait, il finit le travail, quoi. Il a lancé le club et l'histoire, elle est belle. Elle est belle pour lui parce que, je le redis encore une fois, c'est vraiment un joueur qui était demandé par les plus grands clubs européens. Il faut savoir qu'à l'époque, l'Inter, l'Ajax, le Real, c'est ce qui fait de mieux en Europe. Et Paris, c'est rien à l'époque. C'est un club qui se construit seulement. Et il reste et finalement, il est récompensé. Et ça permet aussi de revenir un peu sur l'histoire du PSG et aussi sur l'histoire de ces joueurs qui, à une époque, passaient 10 ans dans le même club parce qu'on quittait pas un club au bout d'un an et demi pour X raisons. Ce qu'on voit plus maintenant, ouais. Marqué quand même. Distribuer ses cartes de visite sur le terrain, le mec, quand même. Tu vois. Ouais. C'est vraiment... C'est une autre époque. Si tu veux nous parler un peu de Moustapha Daleb, même si peut-être tu l'as vu moins jouer, mais c'est quand même une époque, enfin, c'est le début de l'histoire du Paris Saint-Germain. Il a quand même marqué l'histoire avec 310 matchs, à peu près 98 buts, pratiquement 100 buts. Donc c'est vrai que c'est une des stars du Paris Saint-Germain et c'est ce genre de joueurs qui ont permis de façonner l'histoire du PSG. C'est à moi que tu parles? Oui. Pardon, je crois que tu parles à Clément. C'est pour ça les deux, vous réagirez les deux, mais comme tu étais. Non, mais en fait, je ne vais pas en dire plus parce que je ne connais pas le joueur aussi bien qu'Yacine et j'ai pas envie qu'il me sorte un couteau et qu'il me balafre. je vais essayer de faire attention à ce que je dis. Non, mais c'est vrai que, comme le disait Yacine, dans les premières icônes, voilà, il fait partie des premiers joueurs charismatiques, iconiques, comme l'a pu être Rocheteau, ça peut être Souzic, même à une moindre mesure Fernandez au milieu de terrain, tu vois, ce genre de joueur, même s'il est un peu plus vieux d'Alep que Fernandez, parce que je crois que Fernandez est jeune quand il joue c'est ses débuts, ouais.
C'est au début et Daleb a déjà quelques années au compteur. Ouais. Donc, ouais, et d'ailleurs, si on en parle encore aujourd'hui, quasiment 40 ans, 45 ans après, Ouais. c'est qu'il a vraiment marqué son époque. Je rappelle que sur les murets devant le Parc des Princes, il y a une série de graphes. Mm. Et dans les années 80, tu retrouves celui avec Suzik, voilà. Moustapha Suzic et Mustapha Daleb. Donc, il est vraiment rentré dans la mémoire. Et puis, je suis obligé de lui rendre hommage parce que je m'appelle Mustapha. Bon, je ne suis pas algérien, désolé Yacine. Ouais. International algérien, lui. Ouais. Voilà, très grand joueur. Très grand joueur, Mustapha Daleb. Clément, pour terminer je crois que, sur lui. Je crois que tout a été dit là. Compliqué d'ajouter quelque chose, mais en plus, moi, je ne l'ai pas vu directement, mais en effet. Tu t'es plongé dans ces matchs et tout pour l'écriture du bouquin. Tu peux nous en parler aussi un peu. Enfin, comment t'as perçu toi à ta manière, sans avoir vu les matchs C'est plus Jean-Baptiste qui avait fait cette partie-là. Question de génération, c'était normal, tu vois. Ouais. Et surtout, c'est surtout en fait les premières années, donc avant les années 80, marquées par les premiers succès du PSG. Lui est encore avant. Donc, c'est-à-dire que c'est l'un des premiers pionniers, même limite avec Jean Djorkaeff, on peut dire, dans les années 70. Et quand on regarde aujourd'hui ses statistiques, il était aussi à l'époque de Carlos Bianchi. Quand on voit aujourd'hui ses statistiques, c'est exceptionnel quand même. Donc, à l'époque, on n'avait pas moins de télé, moins de diffusion de matchs, etc. Mais c'est un homme qui a particulièrement compté. Et ouais, c'est une figure emblématique. Et en plus, c'est un personnage. Et ce mélange, ce cocktail de tout ça, ça fait que c'est une figure de l'histoire du club. Et d'ailleurs, 20 ans après, on signe un nouvel international algérien. Je ne sais plus s'il était international, mais il avait le brassard avec les couleurs de l'Algérie, c'est Ali Benarbia. Ouais. Je ne sais pas s'il a eu des sélections. Si, il a eu. Ouais, voilà, c'est parce que son brassard, il était moitié drapeau d'Algérie et moitié les couleurs du PSG. Je ne sais pas si tu te rappelles, Yacine. Je m'en rappelle. Très bon joueur, Ali Benarbia aussi. En numéro 10, on aurait pu le citer, parce que c'est un excellent joueur, Benarbia. Ouais. Il y a eu 7 Algériens, j'ai la fiche sous les yeux, il y a eu 7 Algériens qui ont porté le maillot du PSG dans l'histoire. Ah, j'imaginais pas autant, parce que pour moi, ceux qui ont vraiment marqué, ou en tout cas par leur identité de jeu, c'est Daleb et Benarbia, même si Benarbia, il reste pas très longtemps, il me semble, Yacine. Hein. Je dis pas de bêtises, mais 2 ans. Voilà, 2 ans. Ouais. À votre avis, quelle est la nationalité la plus représentée dans l'histoire du PSG? Le Brésil. Le Brésil. Ouais, le Brésil, largement, 31 joueurs. Ouais, le Brésil. Ouais. Mais, en tout cas, c'était quand même une belle page sur les ailiers. Quel poste on fait la semaine prochaine, les gars? Est-ce qu'on se consacre au milieu défensif, au numéro 6? Qu'est-ce qu'on peut faire comme 6-8, c'est bien, les relayeurs. Moi, je pense le milieu carrément, tu vois. Le milieu, parce qu'on enlève du coup les 10 et les ailiers, quoi. On garde les 6. Ça dépend, parce qu'il y a des périodes, ils ont joué avec 2 milieux, d'autres 3, donc en fonction des périodes, mais ouais. C'est plus par rapport au poste prolifique du joueur que comment il jouait dans le système du PSG, mais il y aura. S'il va mettre un sondage, les gens vont voter Verratti, vous allez voir. On a vu. C'est pas immérité. Ouais. Tu vas pas nous faire Daniel Riolo. Non, par contre, si je dis pas en première place, mais qui figure de. Bien sûr. Si en commentaire, il y a un mec qui te parle de Banning ou quoi, là, d'accord, par contre. En vérité, un des meilleurs milieux, on va pas faire le débat avant, mais ça reste quand même celui des années 90, avec l'équipe de Ginola, Wea, Le Guen Guérin. On verra ça la semaine prochaine. On verra. Petit mea culpa de ma part, parce que j'étais persuadé que je partais sur Georges Weah, moi, donc pour Yacine, le deuxième choix. Donc c'est pour ça que j'avais dit la même époque que Ginola, parce qu'il a joué en 92-95. Mais effectivement. Mais t'as pas lu le livre, hein, c'est tout. On sait que t'as pas lu le livre. Mais si, mais j'ai pensé que c'était Georges Weah et j'étais parti. Je sais pas pourquoi j'étais parti sur Georges Weah alors qu'on a déjà parlé de lui dans les numéro 9. Bon, bah voilà, on a fait une page complète sur les ailiers, encore une fois. Mais je crois qu'on a dépassé l'heure de podcast qu'on avait. On devait faire quoi déjà? 45 minutes. D'autant pressé, mais quand on parle du PSG, ça déchaîne toujours les passions. Donc. Clément, il avait rendez-vous avec sa meuf. Il faut vraiment qu'on coupe. Rendez-vous. Désolé, Clément, pardon. Tu le diras pour le PSG, elle peut attendre. Merci beaucoup de nous avoir écoutés, d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci à toi, Clément. Merci à toi, Mousse. Et merci Yacine, encore une fois, d'avoir été avec nous pour parler de l'actu du foot et du Paris Saint-Germain. Rendez-vous jeudi prochain donc pour le prochain podcast, le numéro 35 du podcast Hors Jeu Capital. Et on se dit une bonne semaine. Bonne semaine à tous et bonne gars pour ce week-end. Hein. Ciao. Salut.